Bonjour à toutes et à tous. Donc, cette vidéo va porter sur la compréhension de la gestion de la Covid-19 par le gouvernement français. Donc, cette vidéo va se présenter en deux parties. Dans la première partie, Pascal va vous donner une synthèse du paysage santé. Et dans la deuxième partie, je vais prendre le relais et là, je vais vous donner des informations sur la gestion politique de la Covid-19, puisque la Covid-19 est bien liée à un contexte politique. Donc maintenant, je vais vous laisser découvrir la première partie et je vais vous retrouver dans la seconde. Bonjour à tous et à toutes. Je me présente, je suis Pascal Dunord, un des représentants de SAFAGJ, du syndicat Antifraude, Anticorruption, Justice. Nous cherchons à éclaircir certaines choses sur la gestion de la crise du Covid-19. Pourquoi et comment le gouvernement français continue à prendre des mesures incohérentes et discriminatoires entre les personnes, sachant que l'Union européenne a établi un règlement le 14 juin 2021 qui interdit toute discrimination à l'encontre des personnes ne souhaitant pas se faire vacciner. Sachant aussi que la vaccination n'étant pas obligatoire. Cependant, l'Union européenne est dans l'obligation de prendre en considération la décision des États membres. Néanmoins, dans son règlement, elle a rappelé qu'il ne faut pas prendre des mesures discriminatoires, comme c'est le cas en France. L'Union européenne nous donne la liste des documents. Certificat de vaccination, comme le certificat de test, le certificat de rétablissement. Or, le pass vaccinal établi en France permet de savoir si vous êtes, oui ou non, en conformité. Sachant que ce pass vaccinal est délivré selon le certificat de vaccination ou le certificat de rétablissement ou de contre-indication à la vaccination que vous pouvez trouver sur le site Gouvernement Info Coronavirus. Le pass vaccinal est donc un moyen de contrôle qui ne relève pas de l'autorité de la santé publique, puisqu'il ne donne aucune information sur le schéma médical propre à votre cas. D'autant plus qu'il est contrôlable par toute personne qui n'est pas agréée par l'article L 1111-8 du Code de la santé publique, ce qui signifie qu'il ne s'agit pas de mesures sanitaires, mais bien des mesures discriminatoires et politiques. En bref, dans la gestion de la pandémie, nous constatons des controverses entre l'avis des experts médicaux et par des manquements sanitaires, une autorisation sans protocole de l'euthanasie, des contrôles discriminatoires, une communication controversée, le secret médical ignoré. Il faut chercher à savoir ce qui se cache derrière toute cette manœuvre. À savoir un système de santé totalement modifié, portant atteinte à l'intégrité de la personne, à la privation de soins, atteinte à l'autorité parentale. Le tout sur un système financier opaque, avec toujours les mêmes acteurs, comme la BNP Paribas, le FMI, la Banque des Relations Internationales Suisse, la Société Générale, le Crédit Agricole, BPI France, la Caisse des dépôts et consignations, et l'on retrouve aussi l'ONU, le FMI et l'OMS. Sur ces points, il n'est pas possible de l'expliquer en quelques minutes, mais je peux vous donner des exemples. Concernant l'intégrité des personnes, le fait que l'État nous inscrit comme donneurs d'organes pour la privation de soins. L'État donne des directives de prescription aux médecins interdisant certains soins. En ce qui concerne l'autorité parentale, il est donné aux médecins le droit d'intervenir sur un enfant contre l'avis des parents. Pour le côté d'opacité du financement, tout commence par le fait
que les structures du système de la santé, comme la CNAMS, le CCMSA, le RSI, l'URSSAF, ACOS, qui est l'union des URSSAF, l'ARAM, la CIPAV, la CAF, l'ASE, l'ARS et la Sécurité sociale, ils n'ont des statuts juridiques volontairement non communiqués au grand public. Et le peu d'informations que l'on trouve, celles-ci ne sont pas réglementaires. Par exemple, l'ordonnance de 1945 sur l'organisation de la sécurité sociale, qui est présentée comme étant une société simple selon la loi du 1er avril 1898, oui messieurs, dames, vous avez bien entendu, 1er avril 1898. Un autre exemple, on trouve la constitution d'un GIE, groupement d'intérêt économique de la sécurité sociale, intégrant que 3 organismes comme la CNAPS, la CCMSA et le RSI, daté du 24 septembre 2007 pour une durée de 20 ans, ce qui veut dire jusqu'en 2027. Sauf que dans le fait, ce GIE n'est inscrit nulle part. Et pour constituer officiellement un GIE, il faut donner impérativement la nature de la structure. Un GIE s'inscrit dans le registre du greffe du tribunal du commerce. Encore un autre exemple. Lorsqu'on le demande par le biais de la CADA au directeur de l'URSSAF de Valenciennes ses statuts, celui-ci refuse de les délivrer au motif qu'il craint que ces informations soient utilisées de façon dilatoire. Et les tribunaux acceptent ces réponses sans tenir compte de l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui dit « Tout citoyen a le droit de demander des comptes à tout agent sur son administration ». C'est un combat que nous avons lancé depuis de nombreuses années. Et au fur et à mesure, non seulement on n'obtient pas de réponse, mais on découvre la création de nouvelles structures, comme l'ARS, Agence régionale de santé, qui est un organisme public, qui intervient directement sur le préfet en cas de crise sanitaire. Conséquence, nous sommes face à une décentralisation du rôle du préfet et à une dérive de ses fonctions, puisque le préfet n'est pas habilité à intervenir sur des mesures sanitaires. Toujours dans le même registre, on vient de découvrir un rapport intitulé au nom de la Commission des Affaires étrangères sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord de la sécurité sociale entre le gouvernement de la République française et l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne. La question qui se pose, de quelle Union européenne s'agit-il ? Car l'on voit aujourd'hui la France, avec le Covid-19, qui agit contre l'avis de l'Union européenne, comme d'autres exemples, où l'État dispose de nos organes, qui est une atteinte à la CEDH, Cour européenne des droits de l'homme. On ne suit pas non l'Union européenne sur les directives concernant la justice, tout comme pour le Covid, où la France établit une discrimination entre les vaccinés et les non-vaccinés. La liste est encore longue, où l'on découvre aussi une multitude de structures à connotation européenne, comme Euronext, Europanova, Eurogenfor, OID, Organisation internationale économique, le Fonds mondial COVAX, qui ne relève pas de l'Union européenne. C'est une ambiguïté. Maintenant, mesdames, messieurs, je vous laisse avec Sylvie pour approfondir le sujet.
Alors, merci Pascal, je vais me présenter rapidement. Je suis Sylvie Charles, une citoyenne lambda qui, suite à un drame et à tout un concours de circonstances, va se retrouver dans les coulisses de la haute politique du gouvernement français. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il est important de préciser qu'en ce qui concerne la première comme la deuxième partie, les informations que l'on vous communique reposent sur des faits, sur des constats. En aucun cas il s'agit d'interprétation ou d'allégation. D'ailleurs, les éléments qu'on vous présente, vous allez pouvoir les vérifier par vous-même et si vous souhaitez, on peut même vous les transmettre. Alors, cette deuxième partie, elle va être coupée en séquences parce que je vais vous donner une vue d'ensemble synthétique de ce qui se passe derrière la gestion de la Covid-19. Alors, il faut savoir que ce que je vais vous présenter est quand même énorme, ce qui fait que je l'ai coupé en séquences. Donc, vous aurez une première séquence qui va faire le point sur l'Union européenne et l'ONU. Une deuxième séquence où je vais vous conduire, vous présenter la CSU et le RU. La troisième séquence, là je vais faire un point sur le cabinet conseil McKinsey et le gouvernement. La quatrième séquence qui sera la gestion de la Covid. Une cinquième séquence qui va s'intituler MyConf, vous allez comprendre pourquoi. Et enfin, une sixième séquence où je vous donne toute une liste de structures qui nous est totalement inconnue, sachant que cette liste n'est pas exhaustive. Alors, je vous laisse découvrir ces séquences. Alors, il est important que vous que vous sachiez que l'objectif de l'Union européenne n'est pas le même que l'ONU. Alors, l'Union européenne a été mise en place selon les directives propres à la démocratie, c'est-à-dire que l'Union européenne respecte et veille aux droits fondamentaux des citoyens, mais elle doit également respecter les intérêts fondamentaux des États membres. Ce qui fait que l'Union européenne ne peut pas intervenir sur un État membre sans l'autorisation de celui-ci, tout comme elle ne peut pas imposer à un État membre de mettre en pratique les directives européennes. Elle a des moyens pour se faire entendre, c'est-à-dire qu'elle peut amender, qu'elle peut prendre un jugement. Ceci dit, si le pays ne veut pas l'appliquer, il ne l'appliquera pas. Par contre, il va payer l'amende. C'est le cas de la France. La France est un pays habitué à se retrouver rappelé à l'ordre par l'Union européenne et on paye des amendes, mais on n'applique pas les directives européennes. On a l'exemple ici avec la Covid-19 où le gouvernement ignore le règlement du 14 juin 2021. Alors, au niveau de l'ONU, c'est très simple. L'ONU se revendique comme étant son orientation, c'est le nationalisme. Alors, c'est un point qu'on retrouve dans beaucoup de documents officiels et la particularité des politiques, c'est que ce qu'ils peuvent vous dire en une ligne ou en un mot, ils vous le disent en 90. Alors, j'ai quand même trouvé un texte qui est court, mais simple et précis et qui justement évoque ce côté particulier de l'ONU. C'est un extrait du rapport du Sénat concernant la commission des affaires étrangères et c'est monsieur Jean-Marc Pastor, sénateur, qui s'exprime. Voici ce qu'il dit. Lors du précédent déplacement de la Commission à New York en novembre 2010, l'Union européenne et à travers elle chacun des États membres venait de connaître un grave échec politique. En effet, le 14 septembre 2010, l'adoption d'une motion de non-action consistant à renvoyer l'examen d'un projet de résolution présenté et élaboré par les 27 pour changer son statut avait une claire signification. L'Union européenne, premier contributeur au budget de l'ONU, premier donateur d'aide au développement, n'est pas perçue comme une puissance et ne suscite pas le respect. Si la faiblesse du poids politique de l'Europe et de ses principaux représentants n'est pas une nouveauté, le vote de l'Assemblée générale l'avait révélé de manière particulièrement crue. La raison de fond est politique. C'est sans aucun doute la réticence des États à ce qu'une entité sui generis obtienne des droits dévolus à des États, en particulier le droit de s'exprimer d'égal à égal avec d'autres États. Il ne faut en effet pas oublier que l'ONU est une organisation d'États et que par définition,
le nationalisme y ait une sorte de raison d'être. Alors, c'est pas une sorte, c'est bien une raison d'être. Alors, vous avez l'ONU qui travaille avec l'OTAN. En dessous de l'ONU, vous avez le Conseil de sécurité qui est composé bien, de pays dont certains ont un siège permanent. Alors, ceux qui ont un siège permanent sont la France, le Royaume-Uni, la Chine, la Russie et les États-Unis. Alors, et en dessous, vous avez la Cour pénale internationale. Donc là, je vous ai donné une image très restreinte de l'univers de l'ONU, mais vous allez voir, vous allez découvrir un certain nombre de choses bien, derrière cette structure. Alors, souvenez-vous, avant la Covid-19, depuis plusieurs années, nous sommes un pays où nous avons une économie fragile. Nous avons également des restrictions budgétaires, puisque, si vous vous rappelez, il a été, la police et la gendarmerie en juin 2018 a expliqué qu'elle n'avait pas les moyens de fonctionner, ce qui était réel et qui est toujours réel d'ailleurs. Par ailleurs, ça a été la même chose. Nous avons envoyé nos militaires se battre, aller à la guerre, avec du matériel qui n'a pas été révisé, du matériel défectueux parce que nous n'avons pas les budgets. Récemment, avec la Covid, les centres hospitaliers nous ont expliqué qu'il manquait de moyens. Ils n'ont pas non plus les moyens financiers de fonctionner correctement. Vous allez découvrir qu'en fait, il n'y a pas de problème financier, c'est simplement que notre gouvernement a pris la décision de détourner nos fonds publics pour les orienter vers un programme qui nous est inconnu, on ne nous l'a pas expliqué. Et ce programme, bien entendu, ne nous est pas favorable. Alors, il faut comprendre aussi que la façon dont ils écrivent les choses sont toujours embellies, mais la réalité est toujours différente. Alors là, ce que je vais vous présenter, ce sont de grosses tirelires que la France alimente. Alors, vous pouvez aller sur le site internet, vous tapez le Fonds mondial. Le Fonds mondial est une structure qui va être créée en 2000 en Suisse avec la participation de la France. Ce Fonds mondial a pour objectif de lutter contre le sida, contre la tuberculose et contre le paludisme. Alors là aussi, il faut se poser une question puisque ça va faire 22 ans qu'ils travaillent pour stopper ces épidémies, pour un résultat qui n'est toujours pas là. Et nous, et récemment, avec la Covid, virus qui est arrivé, on ne sait où, inconnu de tout le monde, on a quand même réussi à nous sortir, je crois, 5 vaccins en 8 mois. C'est quand même un record. Ça pose question. Ceci dit, il faut dire que le Fonds mondial a d'autres priorités que celles que je viens de vous énoncer. Alors tout d'abord, je vais vous présenter la France et le Fonds mondial. C'est ce que vous allez trouver si vous allez sur Internet, sur ce site. Un chef de file de la santé mondiale. La France est le 3e bailleur de fonds de la santé, membre fondateur du Fonds mondial. La France s'est engagée à accroître l'enveloppe globale de son aide publique au développement d'ici 2022. Premier donateur européen du Fonds mondial et 2e donateur public, sa contribution à ce jour s'élève à 4,61 milliards d'euros. À la 6e reconstitution des ressources du Fonds mondial, la France a promis 1,296 milliards d'euros pour la période 2020-2022, soit une hausse de 20% par rapport à sa contribution précédente. Cette promesse marque le ferme engagement du pays à faire de la santé mondiale une priorité de la politique française de développement. Alors, les autres priorités du Fonds mondial, je vais vous l'indiquer, c'est ici. Domaine prioritaire du partenariat. Système résistant et pérenne pour la santé. Des systèmes de santé robustes sont essentiels pour en finir avec les épidémies et pour offrir des soins d'une façon durable, équitable et efficace. Le Fonds mondial investit près d'1 milliard de dollars US par an pour le renforcement des systèmes de santé, ce qui le place au premier rang des institutions multilatérales lorsqu'il s'agit de subventionner la construction de ces systèmes. Il est un membre de la CSU 2030, une plateforme qui encourage la collaboration pour le renforcement des systèmes de santé et préconise un engagement politique à l'appui de la couverture sanitaire universelle.
La France se fait porte-drapeau de l'inclusion de la couverture sanitaire universelle dans les objectifs de développement durable. Il s'agit de faire en sorte que chacun, partout, puisse avoir accès à des services de santé de qualité sans en subir de lourdes conséquences financières. Pour cela, il faut supprimer les obstacles à la santé, rendre les systèmes de santé plus abordables et plus accessibles et en améliorer la qualité. La stratégie du Fonds mondial pour la période 2017-2022 nous engage à soutenir des systèmes résistants et pérennes pour la santé, ainsi qu'à promouvoir et à protéger les droits humains et l'égalité de genre, deux piliers essentiels de la couverture sanitaire universelle. Alors, donc, ils ont pris la décision de créer une couverture sanitaire universelle, donc ça va venir remplacer notre sécurité sociale, ce qui explique pourquoi on ne parvient pas à savoir quelle est exactement la nature juridique de notre sécurité sociale, en sachant que je vais vous présenter dans l'autre séquence un document qui pose question, à savoir que sont devenues nos données de sécurité sociale. Alors, vous pouvez aller sur le site internet, vous allez avoir également accès à cette information qui est le CSU 2030. Je vous laisse en prendre connaissance. C'est un mouvement mondial qui vise à renforcer les systèmes de santé et développer une couverture santé universelle. Alors, il faut savoir que quand vous approfondissez, il n'y a pas que ça. Leur objectif, c'est de faire en sorte de mettre en place également un service de santé mondial, universel, donc un monopole. Et c'est ce qu'ils ont commencé à faire en France avec les laboratoires. Et c'est en cours, c'est parti. On va avoir un monopole santé, ce qui, à mon sens, n'est pas du tout judicieux pour nous. Les monopoles ne sont jamais bons pour le citoyen. Alors maintenant, je vais vous présenter une autre grosse tirelire. En avril 2020, eh bien, l'OMS, avec le gouvernement français et Bill Gates, vont créer cette entité COVAX. Alors COVAX, c'est une entreprise particulière. En fait, elle a des fonds. Elle est subventionnée, on lui donne des fonds et elle achète des vaccins qu'elle va distribuer, eh bien, où elle doit les distribuer. Alors, si vous allez sur le site, vous allez avoir l'information COVAX et vous allez avoir cette information ici que je vais porter à votre connaissance. La place de la France. En février 2021, le président de la République, Emmanuel Macron, avait encouragé ses partenaires du G7 à mettre en place un mécanisme de dons avec pour cible prioritaire les soignants et les personnes à risque des pays africains. La France a initié des dons de vaccins dès le mois d'avril 2021. Elle a d'ores et déjà attribué plus de 60 millions, dont plus de 25 millions effectivement livrés, ce qui la hisse dans le plus haut du classement des pays donateurs, avec notamment les États-Unis, la Chine et le Japon. L'effort devant se poursuivre, Emmanuel Macron a rehaussé l'objectif qui était de 60 millions fin 2021 à 120 millions d'ici la mi-2022. Alors, comme vous pouvez vous en apercevoir, nous en France, et je pense aux pays d'outre-mer qui se sont retrouvés complètement démunis, nous, on se débrouille avec ce qu'on a et notre argent, eh bien, il est donné à ces structures pour mettre en place eh bien, une couverture de santé sanitaire universelle. À la demande de qui? Alors, je vous ai indiqué dans cette séquence qu'il y avait la SCU. Eh bien, il y a aussi, ils ont prévu également de mettre en place le RU, le revenu universel. Et là, vous allez sur le site de l'Assemblée nationale. C'est un document qui date du 26 novembre 2020, article unique, qui s'intitule « Résolution relative au lancement d'un débat public sur la création d'un mécanisme de revenu universel appelé socle citoyen ». Je lis l'article unique. Considérant que la crise sanitaire du Covid-19 a vu l'émergence du besoin de mettre en place un filet de sécurité inconditionnel et universel pour tous, considérant que l'avenir économique et social de notre pays inquiète au point qu'un risque d'appauvrissement général sans précédent ait lieu en France,
Considérant que notre modèle de répartition de la richesse avait atteint ses limites avant la crise sanitaire du Covid-19, mais que celle-ci les a accentuées. Considérant qu'un consensus politique émerge en France sur la mise en place d'un mécanisme de revenu universel, invite le gouvernement à ouvrir et organiser un débat national et citoyen en 2021 sur la création, l'expérimentation, le financement, la mise en œuvre et l'évaluation d'un mécanisme de revenu universel baptisé Socle citoyen. Donc, vous voyez, il faut savoir que suite à ces informations, eh bien, si vous cherchez, vous allez vous rendre compte que c'est les États-Unis et la France qui ont créé la crise de 2008. Ils avaient besoin de mettre en difficulté l'économie et d'endetter les pays de l'Europe de l'Ouest, y compris leur propre pays, puisque les États-Unis s'est endetté également, avec pour objectif eh bien, de pouvoir parvenir à mettre en place cette couverture sanitaire universelle et ce revenu universel. Et vous allez voir, vous allez découvrir encore d'autres choses. Alors ça, ce sont les grosses tirelires. Alors, je dis merci à Monsieur Guéant parce qu'il y a des structures que je ne savais pas rattacher, je ne savais pas où les mettre. Et Monsieur Guéant eh bien, m'a permis d'y parvenir puisqu'il a énoncé qu'il était un gouverneur de l'IODE. Alors, l'OIDE, c'est l'Organisation internationale de développement économique. Et donc, en cherchant vous allez sur Internet, vous tapez OIDE, vous allez avoir cet organisme et il y a un deuxième organisme derrière celui-ci qui s'appelle IOED, c'est l'Organisation intergouvernementale de droit public. Alors, c'est aussi une structure que nous finançons, à laquelle nous participons. Alors, le côté intéressant de cette structure, c'est qu'eux, ils ont fait un organigramme. Donc, vous trouvez sur leur site leur organigramme. Vous voyez ici, vous avez l'ONU, parce que c'est encore un organisme attaché à l'ONU. Et ici, vous avez l'OIDE et le IOD, je ne sais plus quoi, là, la deuxième structure. Et vous avez tous les systèmes, tous les structures qui fonctionnent autour pour l'ONU. Voilà. Alors, il faut savoir que cette structure, quand vous allez aller sur le site, vous allez voir, elle se mêle de tout. Elle s'occupe de l'agriculture, de l'éducation, de l'énergie, de la santé. D'ailleurs, elle a un département santé. Alors, elle a un département santé public, hein, c'est précisé, département santé publique. Dans ce département santé publique, il y a un haut conseil de santé. Dans ce haut conseil de santé, vous avez des agences de santé, des AS. Alors, ce qu'on découvre également au travers de cette structure, c'est qu'elle signe des accords avec les États. Ce qu'il faut savoir également, c'est que les organismes rattachés à l'ONU, comme le Fonds mondial, COVAX, et comme cette structure que je viens de vous présenter, l'OIDE, eh bien, ils sont exemptés d'impôts et ils ont l'immunité. C'est important de le savoir aussi. Alors, ces structures ont la particularité de faire signer des engagements avec certains gouvernements puisque ces structures sont chargées de travailler à la mise en place de ce qu'on appelle le CNT. Alors, le CNT, c'est le Conseil national de transition. Alors, vous en trouvez, ça pousse comme des champignons. Vous avez un CNT au Congo, un CNT en Guinée, un CNT au Yémen, un CNT en Libye, un CNT au Mali. Alors, tous ces CNT sont mis en difficulté, sont attaqués, parce que ces CNT se mettent en place pour et par le peuple, mais sans le peuple. Et cette structure transitoire qui normalement ne devrait pas rester plus d'1 an ou 2 ans, puisque leur objectif, soi-disant, c'est de permettre de mettre en place un état de droit pour la population, reste indéfiniment, puisque les CNT qui ont été mis en place au Congo, ça va faire maintenant 20 ans que ce CNT est en place. En Guinée, ça doit faire 10 ans, je crois qu'il est en place. Et bien entendu, les populations souffrent de ces systèmes, puisque ce sont des systèmes totalitaires. Et puis surtout, à côté de cela, on prend tous leurs biens, enfin, on prend leurs richesses, on les appauvrit pour alimenter tous ces réseaux que je viens de vous montrer.
Alors, l'OIDE qui est en lien avec des banques, qui est aussi en lien avec le ministère des Finances publiques français, mais pas au ministère des Finances publiques français que nous connaissons, puisque c'est là qu'on découvre la double comptabilité de Bercy, puisque Bercy a une autre structure qui s'appelle la Direction internationale du Trésor. Et cette Direction internationale du Trésor, eh bien, elle a des agences du Trésor qui gèrent toutes ces structures. Alors, il faut savoir qu'au niveau des CNT, ça se passe avec l'OIDE, avec l'IOED, ça se passe également avec le FMI, avec bien entendu l'OMS, avec l'ONU, avec l'OTAN, puisque nous avons l'OTAN qui intervient également. Donc voilà, et c'est bien entendu, toutes ces structures, on les finance aussi. Donc voilà un aperçu de la politique à laquelle participe le gouvernement français, sans rien nous dire, à notre insu, et nous en payons lourdement les conséquences. Alors, là maintenant, je vais vous parler du cabinet conseil McKinsey Company. Dernièrement, M. Véran a été entendu lors de la commission sénatoriale et il lui a été posé la question à savoir pourquoi le gouvernement faisait appel à ce cabinet conseil. Alors, c'est un cabinet conseil. Alors bien sûr, M. Véran n'a pas dit ce qu'il devait dire. Alors, ce cabinet conseil est un cabinet qui n'a pas bonne réputation, qui s'arrange avec la légalité et l'illégalité comme bon lui semble. Enfin, la fin justifie des moyens. Alors, je vous invite à aller sur son site, McKinsey Company. Vous allez voir, c'est un véritable labyrinthe. Il y a comment dire, des onglets partout. Il faut voyager, il faut chercher. Alors, quand vous passez du français à l'anglais. Donc, voilà, il faut faire des recherches et vous allez trouver des informations extrêmement intéressantes. En particulier, on découvre que McKinsey vous donne le nom des militaires qui ont donné leurs directives pour gérer la Covid-19 comme une guerre. Alors, il faut le retraduire différemment. En fait, la Covid-19, ça a été une guerre mondiale. Alors, c'est une guerre mondiale qui a été faite donc, avec ce sont ces militaires américains qui ont donné leurs directives avec les objectifs de déstabiliser la population, les populations. C'est pour ça qu'on nous a confinés, c'est pour ça qu'on nous a malmenés, c'est pour ça qu'on nous a privés de soins. Donc parce qu'il fallait nous déprogrammer de notre fonctionnement habituel. Et donc ils expliquent pourquoi il faut, ils expliquent comment il faut gérer la Covid comme une guerre. Ce qui fait que quand M. Macron, le 16 mars 2020, a annoncé qu'il était en guerre, il était bien en guerre contre nous. Alors, ce n'est pas tout, parce que McKinsey va plus loin. Déjà, il prévoit notre apprentissage. Ils ont déjà le système d'apprentissage pour que nous, la main-d'œuvre, parce que maintenant on devient une main-d'œuvre. Je vous rappelle que l'objectif est de mettre en place une couverture sanitaire universelle, mais également un revenu universel. Donc maintenant, nous sommes une manœuvre, de la manœuvre, et donc de ce fait, on va nous apprendre, on va nous réapprendre, et on va devoir devenir responsable de nos postes parce qu'il n'y aura plus de hiérarchie. C'est la façon qu'ils envisagent de nous faire fonctionner. Je vous dis que c'est pas gagné, hein. Enfin bref, eux, c'est comme ça qu'ils voient les choses. Ils ont également prévu que suite à la fin de la Covid-19, le marché du bien-être allait exploser. Et donc, ils disent qu'il faut rapidement se positionner sur ce marché puisque ce marché représenterait à peu près 1,5 milliard d'euros. Voilà, il faut que je dise en bonne somme, c'est des sommes astronomiques. Donc voilà ce qu'il prévoit. Il prévoit également, il demande aux assureurs, donc là c'est écrit en français, il prévoit ceci, ils disent face au Covid-19, les assureurs devront investir dans les capacités digitales afin de se centrer davantage encore sur leurs clients, de monter en compétences technologiques et de renforcer leur compétitivité. Donc c'est un article à lire très intéressant. Puis il y en a un autre
qui est beaucoup moins amusant puisque derrière la Covid-19, eh bien, le cabinet McKinsey, avec le gouvernement, ça va de soi, ont prévu après eh bien, de nous mettre les conséquences du réchauffement climatique. Donc, ils ont déjà prévu qu'en 2050, il y aurait telle chose, en 2070, telle autre. Et donc, pour cela, ils prévoient des modifications sur les outils de travail. Donc, ils disent qu'il faut mettre d'urgence et rapidement, eh bien, il faut mettre en place des outils, alors le numérique, l'intelligence artificielle, le digital, enfin bref, la haute technologie. Et bien entendu, ils expliquent que de ce fait, il va y avoir des conséquences puisqu'il va y avoir 800 millions de personnes qui vont se retrouver sans emploi. Il va falloir qu'ils travaillent à leur reconversion. Donc voilà ce qui est prévu par le gouvernement français. Alors, au niveau de la gestion de la Covid, je vais y revenir suite eh bien, aux découvertes que je viens de vous énoncer et surtout l'objectif de la Covid-19 qui est de mettre en place eh bien, une couverture sanitaire universelle et un revenu universel, mais surtout de modifier complètement notre société, puisqu'il va de soi que si nous fonctionnons sans hiérarchie, on rentre dans le mécanisme tel que Hitler l'a défini dans son livre Mein Kampf. Alors, je ne vais pas rentrer dans le côté médical de la Covid-19. Ce qu'il faut quand même se rappeler, c'est que la France fait partie des nombreux pays qui avaient mis en place un plan de prévention en cas de pandémie. Nous l'avions mis en place en 2012 et on l'avait revu en 2015. Mais nous avions également un plan qui avait été mis en place, comme dans certains autres pays, concernant un plan de prévention en cas d'attaque bioterroriste. Donc chez nous, ce plan s'appelait Biotox. Il a été revu également et il s'appelait aujourd'hui NBCR. Ce qui a été quand même spectaculaire, c'est qu'à l'arrivée de la Covid-19, eh bien, la majorité des pays vont oublier ces plans, ils vont les mettre dans leur tiroir, sachant que au niveau de ces plans, il y a un point commun, c'est qu'il est demandé en cas de pandémie ou de bioterrorisme, eh bien, de gérer de la façon suivante, d'avoir une communication unique et surtout une communication cohérente, surtout éviter toute incohérence. Il est également dit qu'il faut associer la population et il est prévu toute une liste de médicaments. Alors ces médicaments n'ont pas pour objectif de soigner la pandémie ou de soigner l'attaque bioterroriste, mais a pour objectif de renforcer notre organisme pour éviter la détérioration de nos organes. Or, dans le cas de la Covid-19, eh bien, subitement, mondialement, on a tous oublié ce système et on va laisser la maladie s'installer et détériorer nos organes. Je vais prendre l'exemple d'une personne que je connais, elle a 32 ans, elle s'est retrouvée aux urgences dans le coma. La problématique, c'est que, eh bien, il ne peut plus monter les escaliers comme avant parce que ses poumons sont abîmés, ses poumons ont été atteints et l'état de ses poumons sont irréversibles. Alors, il y a également les mesures. Alors, les mesures qui ont été prises au niveau de la Covid-19, récemment, on a vu que dans les manifestations anti-pass, eh bien, il y avait été fait mention de similitudes avec avec ce qui s'est passé sous la guerre, sous la dernière guerre. Ça a été dénoncé comme étant un amalgame. Alors non, ce n'est pas un amalgame. Le gouvernement a bel et bien appliqué, dans le cas de la Covid-19, des directives qui ont été utilisées sous le gouvernement de Vichy. Par exemple, si on prend les couvre-feux, eh bien, ça a été mis en place par l'ordonnance du 7 février 1942. C'est vrai que ça concernait les Juifs, mais là, le gouvernement l'a appliqué à tout le monde. Le fait de ne pas permettre l'accessibilité eh bien, aux restaurants, aux bars, aux parcs de jeux, etc., eh bien, sous la 4e République, ça a été l'ordonnance du 8 juillet 1942 qui était spécifique aux Juifs, certes. Mais à côté de cela, il faut quand même se rappeler que
la Shoah a existé, le martyre juif a existé, ça c'est indéniable, on ne revient pas là-dessus. Mais sous la gouvernance de Vichy, il faut savoir qu'en France, on ne circulait pas librement. En France, eh bien, avait été mis en place un fonctionnement délétère. On avait mis en place la dénonciation. Et pour circuler, il fallait des laissez-passer. Et pour les personnes qui travaillaient pendant les heures où il y avait un couvre-feu, il fallait qu'ils aient une autorisation spéciale. Ils devaient aller à la mairie et la mairie devait se rapprocher de la préfecture pour que la préfecture, donc l'autorité allemande, délivre l'autorisation de pouvoir circuler. Donc ils avaient les documents. D'ailleurs, il y a un site, on m'a donné un site où justement ils reprennent tous ces documents qui ont été mis en place, que ce soit étrangers ou français. Donc il y avait ce genre de documents, il y avait celui-ci, il y avait également un registre où on notait tous les déplacements avec les numéros de carte avec les cartes d'identité, etc. Donc oui, le gouvernement nous a appliqué les mesures prises sous le gouvernement de Vichy, mais il va également nous appliquer les lois de la 4e République, puisque dans le cadre de l'état d'urgence dans le Covid-19, il va nous appliquer la loi il me semble que c'est la loi du 4 avril 1955. C'est une loi qui a été mise en place pour la guerre d'Algérie. Alors, j'ai découvert au travers de la Covid-19 que le gouvernement s'était servi de cette loi dans le cadre de l'état d'urgence concernant le terrorisme. Alors, je vous invite à lire cette loi, puisque cette loi, qui a été appliquée dans la Covid-19, prévoit la perquisition des domiciles, prévoit le fait qu'on est capable, que la police est en mesure de vous garder au secret, vous ne pouvez pas communiquer avec personne, donc on prive de ces droits les individus. Donc on ne peut pas appliquer dans une démocratie des règles qui portent atteinte aux droits de la personne, puisque on ne peut pas on peut pas faire cohabiter la délation et la présomption d'innocence, d'autant plus dans un pays où on est sur un principe d'égalité. C'est quand même important. Alors, il n'y a pas que cela. Il faut savoir que le gouvernement a modifié notre secret défense. Jusqu'à hier, sous la 5e République, celui-ci était régi sous l'article 410-1 du Code pénal. Cet article reprend l'intégralité de nos intérêts fondamentaux. Aujourd'hui, le gouvernement l'a retiré depuis novembre 2021. Et par contre, il a été nous mettre en place des décrets qui datent de la 4e République, qui datent de l'après-guerre. Donc, il y a quand même un engouement pour le gouvernement à nous remettre en place la 4e République. Et ce n'est pas tout. Pascal vous a dit qu'il était impossible d'avoir des informations sur les structures de nos organismes de santé. Alors, en effet, je confirme. Et si il vous a parlé d'une ordonnance numéro 45 2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale, il est écrit ici que la dernière mise à jour date de 2002 et que c'est la version en vigueur au 31 janvier 2022. Donc, moi, à ma connaissance, la sécurité sociale, la CAF, c'était des organismes qui étaient régis par une association de loi de 1901 fédérée. Et là, on est reparti à l'origine de la création de la sécurité sociale. Donc là, les syndicats, le MEDEF, la CGT, la CFDT, FO, ont des explications à nous donner. Alors, attendez, c'est pas tout. Vous allez vous rendre compte à la lecture de ce document que les modifications qui sont apportées aux différents articles datent de 1950, donc toujours de la 4e République. Les seuls articles qui sont modifiés par un décret, ce sont les articles où on donne les contraventions en cas de non-paiement de la sécurité sociale. Donc là, ils ont su mettre des décrets de 2000. Alors, le côté encore plus spectaculaire, c'est que si vous allez par exemple à l'article 9 de ce décret, voici aujourd'hui, en date de 2022, le statut noté dans cette ordonnance pour les caisses primaires de sécurité sociale.
Les caisses primaires de sécurité sociale sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de la loi du 1er avril 1898 sur les sociétés de secours mutuels. Alors, je vous invite à aller sur Légifrance, taper loi du 1er avril 1898 sur les sociétés de secours mutuels. Vous allez voir que cette loi est archivée. Donc, comment peut-on faire fonctionner nos caisses primaires de sécurité sociale sur un statut qui n'est plus en vigueur? Ça nécessite un éclaircissement. Alors, ce n'est pas tout, parce qu'il y a des situations troubles où on n'a pas l'information parce qu'on ne nous répond pas, parce que Pascal a des documents, en effet, où il y a un refus de répondre et la justice accepte ce refus. Donc là, il faut qu'on sache exactement ce que sont devenus nos fichiers et à quoi ont servi nos fichiers, parce que nos fichiers de sécurité sociale reprennent nos états de santé à toutes et à tous. Il faut savoir également qu'ils en profitent dans leur modification à retirer l'autorité parentale des parents. Je vous rappelle qu'à l'arrivée de M. Macron au gouvernement, il a supprimé le ministère de la Famille. Et par ailleurs, aujourd'hui, il y a des retraits abusifs d'enfants. Il faut savoir qu'en Espagne, eh bien, Franco avait appliqué la mesure qui avait été édictée par Adolf Hitler, c'est-à-dire que Franco, eh bien, alors Franco, Mussolini, Saint-Lazare, Hitler, eh bien, avaient le même avis. Nous, citoyens, on ne sait pas ce qui est bon pour nous, donc c'est au gouvernement de prendre les décisions en notre lieu et place. Et donc Franco, eh bien, avait pris l'habitude de retirer les enfants de certaines familles pour les donner à d'autres, estimant eh bien, que certains citoyens n'étaient pas en mesure de pouvoir eh bien, élever des enfants. Alors, l'autre question qui se pose, et là, il faut la poser à M. Macron, mais également à M. Ferrand et à M. Larcher, puisque je rappelle que ces personnes sont les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, donc ils doivent nous donner des explications. C'est que vous savez que depuis le 1er janvier 2022, M. Macron est le président de l'Union européenne pour 6 mois. Pour cela, ils ont créé un logo. Donc, la France a créé un logo, ce logo, un U, avec un... Voilà, ça ressemble à peu près, en tout cas, ça a les couleurs de notre drapeau français. Ça, c'est ce qui a été créé pour l'Union européenne. Alors maintenant, j'aimerais qu'on nous explique pourquoi, lorsque vous allez sur le site de l'Élysée, hein, d'accord, le site de l'Élysée où normalement se trouve le président de la République. Pourquoi il n'y a plus le drapeau bleu, blanc, rouge? Pourquoi il n'y a plus la Marianne? Et d'où sort ce logo? Qui a validé ce logo ici? Donc ça, ce sont des questions auxquelles eh bien, il faut avoir des réponses. Alors certains ont dû être surpris que j'ai mis une séquence sur Mein Kampf, mais je ne peux pas faire autrement, puisque quand j'ai fait ma vidéo sur les modifications apportées à notre 5e République, eh bien pendant que je faisais cette vidéo, il faut savoir que j'échange mes informations autour de moi. Et en retour, on a insisté fortement et même très fortement pour que je lise Mein Kampf. J'ai lu Mein Kampf, sachant qu'il y a une version gratuite sur Internet. Et en effet, Mein Kampf, eh bien, aujourd'hui, le gouvernement applique les principes qui se trouvent dans ce bouquin. Alors, j'aurais pu vous en faire un résumé. Ceci dit, j'ai trouvé un article qui va vous intéresser. Cet article s'intitule « Un peuple sous hypnose ». Il est paru sous Géo en date du 9 juin 2016. Vous allez le trouver sur Internet. Et si vous le souhaitez, je peux vous le transmettre. Donc, cet article dit ceci, je vais vous en lire le premier paragraphe. La propagande vise à imposer une doctrine à tout un peuple. Voilà ce que l'on peut lire dans Mein Kampf, le livre écrit par Adolf Hitler en 1924, alors emprisonné après son putsch manqué. Depuis ses 9 mois de détention dans la forteresse de Landsberg, le futur maître du Reich a beaucoup réfléchi aux moyens de s'emparer des esprits et de diffuser ses thèmes de prédilection, le racisme, l'antisémitisme et la soumission à un seul et unique Führer. Toujours dans Mein Kampf, Hitler affirme œuvrer pour des buts qui ne sont compris que d'une très petite élite et délivre sa méthode pour les atteindre. L'art de tous les grands chefs populaires a toujours consisté à concentrer l'attention des masses sur un seul ennemi. Car, précise-t-il, les grandes masses sont aveugles et stupides. La seule chose qui soit stable, c'est l'émotion et la haine.
Alors, au niveau de l'émotion et la haine, vous retrouvez à peu près le même discours dans les écrits de monsieur Alain Bauer. Alain Bauer, franc-maçon du Grand Orient de France, qui est le conseiller privilégié au niveau de, de la police et de la gendarmerie, mais qu'on retrouve aussi également dans le secret défense et qui est à l'origine de la mise en place du SNAPS, le Conseil national des activités privées de sécurité, qui est une structure hybride financée par nos soins, bien entendu, et qui est inconnue, qui n'a pas été portée à la connaissance du grand public. Donc voilà ce que je voulais signaler sur Mein Kampf. Alors, maintenant, donc dans cette dernière partie, je vais porter à votre connaissance un certain nombre de structures qui ne sont pas connues du grand public. Alors cette liste est loin d'être exhaustive parce que j'en découvre encore et encore et encore à chaque fois bien, que j'entreprends mes recherches. Alors tout d'abord, il y a le SNAPS, je viens de vous en informer juste avant. Vous avez Eurogenfort qui n'est pas l'armée européenne, c'est une armée qui a été mise en place par la France avec la coopération de l'Italie, de l'Espagne, du Portugal et des Pays-Bas. Il faut savoir également que nous avons le CIMA, le Conseil interministériel de haut niveau. Ces structures, vous allez en trouver trace dans notre gestion au niveau du gouvernement français. Par contre, les structures dont je vous donne les noms, vous n'en trouverez pas trace. Vous avez Euromarfort, ça existe, hein. Vous allez sur Internet, vous tapez Euromarfort. Vous avez Eurofort, enfin vous avez plein d'euros comme ça voilà, auxquels on finance. Vous avez Eurostat, qui est un organisme de statistique qui donne ses directives à l'INSEE, l'INSEE qui donne ses directives au gouvernement, et c'est indiscutable, c'est noté de cette façon dans un compte-rendu du Sénat. C'est donc Eurostat qui a ordonné à l'INSEE d'ordonner au gouvernement français d'intégrer le produit de la drogue dans le PIB, et Eurostat souhaite à ce qu'on y mette également le produit de la prostitution. Alors, vous avez également Euronext, puisque j'ai découvert que nous n'avions plus de bourse à Paris. C'est repris par Euronext. Euronext qui est en train de reprendre, qui est en train de créer un monopole boursier apparemment. Vous avez également l'European External Action Service, qui est une grosse structure. Vous avez Europa Nova. Donc, vous pouvez taper ces noms sur Internet et vous allez avoir, vous allez voir l'ampleur de ces organismes auxquels, bien entendu, notre argent public est consacré, plutôt que de consacrer cet argent à nos institutions. Donc voilà, je vous donne toutes ces informations. Si vous souhaitez que je vous donne les liens, ou si vous souhaitez que je vous envoie les documents que je vous ai présentés devant la vidéo, eh bien vous le dites, je vous laisse mon adresse mail à la fin de cette vidéo. Et puis voilà.